Bonsoir. Merci d'être présent pour ce qu'on peut appeler les jeudis de la communauté de communes. Dans le quorum est atteint, on va pouvoir délibérer valablement. Quelques excusés avec procuration ou excusés sans procuration. Marcel Agère, Ocazin, excusé. Yannick Alonso, Aiguejunt, excusé. Geneviève Mardeil, Nescus, excusé, a donné procuration à Nathalie Delors. Charlotte Azalou, Lasserre, excusé, a donné procuration à Jean-François Tourné, c'est ça? J'ai bien prononcé? Très bien, c'est parce que le nom est incomplet sur la feuille. Tournier, c'est ça? Merci. Emmanuel Barnet, excusé, a donné procuration à Patricia Marron. Patrick Bazeler, Orgibé, excusé, a donné procuration à Louis Tessaro. Gaël Bonneau, Saint-Giron, excusé, a donné procuration à Eric Estac. Nathalie Cojol, Saint-Giron, excusé, a donné procuration à Sylviane Lavedrine. Raymond Coum, Mercenac, excusé, a donné procuration à Patrick Lafont. Éric Desbiot, excusé, a donné procuration à Jean-Noël Vignon. Éric Desbiot, c'est chez Nathalie Dupuis, Casavet, excusé, a donné procuration à David Descoings. Damien Durand, Saint-Enac-Doust, excusé, a donné procuration à Alain Servat. Marilyn de Forneron, Saint-Lizier, excusé, a donné procuration à Elisabeth Garcia-Gozé. Friot Rodrigue, Saint-Giron, excusé, a donné procuration à Martine Crespo. Galeil Labotte Catherine, Saint-Giron, a donné procuration à Étienne Cabal. Léo Garcia, Saint-Giron, excusé, a donné procuration à Edith Sorine. Emmanuel Gaston, Sesco, excusé, a donné procuration à Daniel Viagé. Je continue. Ludovic Mazière, la Bastide de Sérou, excusé, a donné procuration à Cécile Fenaroli. Noël Morales, Le Port, excusé, a donné procuration à M. Leblond. Isabelle Picamal Boussenac, excusé, a donné procuration à Pauline Black. Virginie Pujol Rimond, excusé, a donné procuration à Christiane Carrère. Francis Respo, Mauvesin de Sainte-Croix, excusé, a donné procuration à Bernard Lamarie. Evelyne Rollin Puy-Sévère, Saint-Giron, excusé, a donné procuration à Jean-Jacques Méric. Véronique Rousseau, la Bastide du Salat, excusé, a donné procuration à Patrick Galli. Jean-Pierre Saint-Germain, Fabas, excusé, a donné procuration à Jean Doussin. Et j'en ai terminé avec les excusés procuration. Alors, refaites-moi passer les feuilles. Qui il manque? Alors, Cojol. Patrick Cojol a donné procuration à d'accord, Madame le maire d'Ancourtier, Jacqueline Sainte-Croix. Ok, c'était marqué, mais très difficile à lire pour moi. Désolé. Ça sert à ça aussi, de vous dire tout ce que nous avons pu récolter comme procuration. Mais ça a été bien marqué. Alors, je rends la feuille de présence. Bien, alors parfois la vie est bien curieuse et nous réserve des moments difficiles. Nous avons la semaine dernière été amenés à faire un hommage à monsieur le maire de la Bastide de Sérou. Et nous allons ce soir, et je salue le maire de Massat, devoir rendre hommage à son premier adjoint qui malheureusement nous a quittés le week-end dernier suite à un accident. Et donc je vous demandais d'observer une minute de silence. Je vous remercie.
Je vous remercie. Comme M. Patrice Manzoni, qui était premier adjoint de la commune de Massat. Bien, le travail doit continuer, vous le savez. Donc nous allons commencer par désigner un secrétaire de séance. Appel à candidature. Vous avez vu, j'ai toujours le réflexe de tourner la tête sur ma droite et sur ma gauche. Alain Servat se propose. S'il n'y a pas d'autres mains qui se lèvent, on va passer à l'approbation. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il n'y en a pas, merci. Allez. Donc nous passons au premier rapport. Il s'agit de désigner les délégués à la commission consultative paritaire énergie SDE 09. Alors vous vous souvenez que nous avons l'autre jour désigné les délégués nous représentant au comité syndical du SDE 09, en l'occurrence M. Françoise Guillaume, maire de Soulan, titulaire, et Mme Isabelle Piquemal, suppléante maire adjointe de Boussenac, qui ne pourront pas donc se porter candidats pour ces deux postes, puisqu'il y a un poste de titulaire et un poste de suppléant qui doit être donc occupé par des conseillers délégués titulaires. Donc je vais faire appel à candidature pour la commission consultative paritaire énergie SDE 09. Est-ce qu'on a les élus sortants? On n'a pas. Alors, des candidatures dans la salle. Je vois beaucoup de sourires. Bien. Alors, Christophe Mirouz, oui, l'autre jour, tu as été élu à l'Office du tourisme. Je réfléchissais si tu étais à l'OSDE. Donc, très bien, candidature de Christophe Mirouz. Si on en a deux, ça va être simple. On va bloquer, on va voter les deux en même temps. Donc, Christophe prendrait certainement le poste de titulaire, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il y a un suppléant qui veut l'accompagner? Oui, une suppléante, bien sûr. Très bien, monsieur le maire de Tourtouze. Monsieur Descoings. Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres candidats, on va bloquer les deux noms et on va voter donc la liste des deux noms. Vous nous direz quand vous serez prêts. Maintenant, vous avez un entraînement exceptionnel avec ces appets. Donc, on me fait signe, on peut voter, donc on vote la liste. Ah. Oui, parce qu'on vote la liste là. Hein. Donc il faut y avoir deux noms. Et pour, contre, abstention, vote blanc, autrement. Alors, on peut y aller? Donc vous pouvez voter.
Alors, donc 93 voix pour, 2 voix contre, 3 abstentions. Donc, nos 2 collègues sont brillamment élus et on les remercie. On passe au rapport numéro 2. Il s'agit là encore de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant pour l'association Amorce. Donc vous avez eu le rapport. Hein. L'association, en fait, pour aller à l'essentiel, accompagne et met en réseau les collectivités territoriales ou leurs groupements afin de réussir leur transition écologique. Elle représente les collectivités territoriales ou leurs groupements dans la gestion territoriale de l'énergie, des déchets, de l'eau, de l'assainissement, de la propreté, en concertation avec les partenaires. Dans ces domaines d'intervention, l'association donc, a pour objet d'assurer les échanges d'informations entre ses membres, de les aider à gérer du mieux possible les services publics, d'organiser des formations à destination des élus, de susciter et d'animer le dialogue avec tous les organismes et entreprises de ces secteurs, de représenter les collectivités adhérentes auprès des autorités compétentes françaises et internationales, d'assurer la défense et la protection des intérêts collectifs de ces collectivités adhérentes. Donc je vous l'ai dit, on a un poste de titulaire et un poste de suppléant. Les sortants, c'était Jean-Luc Fernandez, puisqu'il était vice-président en charge du service déchets, et il y avait également Patrick Tembar. Donc il nous faut désigner 2 nouveaux représentants de cette collectivité, sachant qu'on tourne, je vous l'ai dit, autour des déchets, de la gestion de l'eau et de l'assainissement. Donc il serait bien d'avoir quelques noms d'élus qui sont dans ces secteurs-là. Appel à candidature, un titulaire, un suppléant. Alors, Madame le maire de Saint-Ain, merci. Quelqu'un peut-être sur l'eau? Bernard Lamarie, ok. On présente dans quel sens? Titulaire, suppléant? Alors? Donc Bernard, candidat titulaire, et Madame le maire, candidat suppléante. On parle là-dessus. Pas d'autres candidatures. Donc on bloque les 2 noms et on va voter la liste. Merci. Bien, on me dit qu'on peut voter. Donc, les 2 noms, 99 voix pour, 3 abstentions. Très bien, on vous remercie tous les 2 pour nous représenter dans cette association. Nous allons passer donc au rapport numéro 3. Il s'agit de désigner les délégués à l'agence Ariège Attractivité. Nous aurons à choisir 2 titulaires et 2 suppléants. Et avant, je vais laisser la parole à Michel qui va nous dire en 2 mots ce qu'est cette agence. Merci. Oui, donc j'étais le vice-président, un des vice-présidents de la 3A, représentant le Couserans justement. C'est une petite association loi 1901 avec 5 employés et qui était financée à peu près à moitié, un petit peu moins de la moitié par le département et la moitié par les 8 intercommunalités et les 6 intercommunalités. Donc là,
Du coup, la mission, c'était surtout d'aller chercher, c'était dans le développement économique, ça avait succédé à Ariège Expansion pour les plus vieux d'entre nous. Et le but, la mission, c'était d'aller chercher des porteurs de projets exogènes, c'est-à-dire de développement économique, pour les amener dans des zones d'attractivité ou ailleurs, comme le Pitarlé ou comme l'Orpe ou comme Cesco et compagnie. Voilà, donc ils ont travaillé beaucoup avec des résultats plutôt corrects sur la Basse-Ariège avec Pamiers, Saverdun, Mazères, parce que c'est plus près de Toulouse. Nous, ils nous ont aidés, on a failli avoir un beau contrat avec Kipit, mais ça a fait faillite parce qu'ils n'avaient plus de condiments, comment ça s'appelle, de pièces qui étaient envoyées par la Chine. Et puis on avait un autre projet avec une brasserie aussi, avec 2 porteurs de projets canadiens qui n'a pas marché. Sinon, ils travaillent sur l'attractivité médicale, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un interne qui veut s'installer en Ariège, il s'occupe de toute l'intendance, c'est-à-dire d'aller trouver un emploi aux conjoints, s'ils peuvent, la crèche, les écoles, location de maisons et autres. Et voilà. Donc, soit ils vont chercher des porteurs de projets en dehors de l'Ariège, soit ils aident quand même aux porteurs de projets à l'intérieur de l'Ariège qui veulent se développer. Par exemple, dans l'aide à l'immobilier d'entreprise ou l'aide à l'immobilier d'entreprise de tourisme, pour les gîtes, tout ça, c'est eux qui font l'instruction et qui les passent après au département et à la Comcom pour qu'on décide ensuite. Voilà, les 2 sortants, c'était et M. Servat et moi-même. Et puis voilà. Sachez quand même que c'est une agence qui est en difficulté parce qu'il a perdu son président qui s'appelle Alain Rocher, qui a été battu à Pamiers, puisque le président, c'est forcément un élu. Et ils ont perdu le directeur qui est maintenant un des délégués communautaires, ou en tout cas un représentant de Courtièche ou de Herpe, Cyril, qui est M. Giraudot, Kayla Giraudot. Voilà. Donc, même la survie de cette agence est en question. Donc, pour l'instant, on renouvelle les membres et puis on voit qu'est-ce qu'on fait avec cette agence de 5 personnes. Merci pour cette présentation. Donc, je le répète, on a 2 postes de titulaires, 2 postes de suppléants. Appel à candidature. Éric Estac, Saint-Giron. Alors, je vais proposer pour la communauté commune également, maire de Castillon, Patrick Tembard. Ensuite, le maire de Moulis, Damien Souk. Si on en avait un 4e, ça serait parfait. Oui, 4e, bien sûr. Oui, Jean-Paul Flaguier, Torignan, Castex. Donc, si vous êtes d'accord, s'il n'y a pas d'autres candidatures, on bloque la liste. Alors, donc, dans l'ordre, on avait Éric Estac. Qui c'est qu'on a vu encore, hein? Patrick Tembard. Ça, vous seriez suppléant. Jean-Paul, suppléant aussi. Bon, ben alors c'est parfait. On a nos 2 titulaires et nos 2 suppléants candidats. Et donc, on va bloquer la liste et on va voter par liste. On peut voter. Alors, donc, sur la liste proposée, 92 voix pour, 1 voix contre, abstention 9. Donc, les 4 candidats sont élus et on les remercie.
On passe au rapport numéro 4. Il s'agit de désigner les délégués au groupement syndical forestier de l'Artillac. Sachant que l'Artillac concerne un certain nombre de communes, Alzin, la Bastide de Céroux, Boussenac, le Car-la-Baille, Castelnau-d'Urban, Durban-sur-Arize, Esplace de Céroux, Gestiès, La Velanée, Montaigu-de-Plantorel, Montferrier, Moulis, Rimont, Sainte-Croix-Volvestre, Saint-Lizier, Saint-Ibard, Serres-sur-Arger, la commission syndicale de la Haute-Arize, la communauté d'agglomération de Foix-Varilles et enfin la communauté de communes Couserans-Pyrénées. C'est à ce titre donc que nous devons désigner 3 titulaires et 3 suppléants. Alors j'ai été interrogé par quelques conseillers municipaux qui souhaitaient se porter candidats. Les statuts du syndicat ne le permettent pas. C'est forcément des délégués de la communauté de communes. Et de même, faites attention de ne pas être candidat si vous êtes déjà délégué par vos communes. Vous ne pouvez pas cumuler les deux, que ce soit titulaire ou que ce soit suppléant. Donc, est-ce que quelqu'un veut dire un mot, peut-être René, tu veux dire un mot sur ce syndicat forestier? Qui c'est qui était membre? Alors c'était Jean-Claude Degas, hein, je salue quand même le travail, qui était évidemment quelqu'un qui connaissait très bien les dossiers, qui était président, c'est ça, hein? Qui c'est qu'il y avait d'autre dans ce syndicat? Patrick Lafont, tu étais dans le syndicat? Allez, Alain Servat, dis-nous 2 mots. J'ai pas tous les éléments moi non plus, mais les réunions où j'ai participé, c'était la gestion de la forêt un peu de Rimont qu'ils avaient acheté à l'époque. Enfin, c'est un peu plus large que ça. Je connais pas les limites parce que c'est surtout ce secteur-là. Et c'était, il fallait. Ouais, Castelnau, Damien y était aussi, on y était quelques fois. Et voilà, ils géraient cette forêt un peu, la gestion du bois. Et ils vendaient du bois, ils avaient des travaux à faire sur des ponts. Voilà, c'était quand même un budget. Et les dessertes qui leur posaient d'ailleurs beaucoup de problèmes parce que sur la forêt de Rimont, il avait fallu refaire des ponts pour que les camions puissent passer, et ça avait coûté assez cher. Et la vente de bois ne couvrait pas souvent les travaux qu'il y avait à faire. Voilà, en gros, je peux vous dire ça, mais c'était surtout Jean-Claude Degas qui s'en occupait, quoi. Voilà. Alors, sur ces postes de titulaires et suppléants pour donc le groupement syndical de l'Artillac, des candidatures pour représenter la communauté de communes. Dans la salle, il n'y a pas de sortant, là. Alain Servat était sortant, oui. On les a, les élus sortants? Ah, mais on les dénonce en plus, c'est formidable. Fallait me le dire. Les voilà. Bon, alors du coup, il est dénoncé, il s'y remet, il propose sa candidature, Alain Servat. Mais il nous faut beaucoup plus de monde, là, hein, ça a changé. Hein, Madame la juriste, ça a changé. Il y a 3 titulaires, 3 suppléants aujourd'hui. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas, regardez. Ça a dû changer. Ah, il y a des élus qui n'apparaissent pas parce qu'ils ne sont plus élus à la communauté commune. Voilà, je comprends. OK. Alors parmi les suppléants, là, il y en a qui veulent repartir. Allez. Peut-être des gens des communes, enfin à moins que vous soyez délégué déjà de votre commune. Christian Carrère, candidat aussi? D'accord. Tu es délégué de la mairie? Sainte-Croix, qui c'est qui est délégué? Toi aussi? Qui c'est qu'on a encore? La Bastide de Céroux? Madame la maire adjointe?
D'accord. Alors, bon, je vais proposer ma candidature alors. On me souffle, j'ai dit que j'étais candidat avant, hein. On me souffle qu'il y a un bon repas. D'accord. J'ai bien fait d'être candidat alors. Est-ce qu'il y en a d'autres? Après moi, franchement, je laisse bien volontiers ma place s'il y a d'autres élus qui veulent monter, hein. Alors, Madame le maire d'Alzey, vous montez titulaire ou suppléante? Suppléante, merci. Il nous en manque 2. Deux suppléants, oui. Oui, M. Descoings, maire de Tourtouze. Suppléance ou titulaire? Suppléance, merci. Allez, un dernier candidat ou candidate. Très bien, monsieur le maire de Cadarcé. Suppléant? Ah, parce que sinon, on switch avec grand plaisir, hein. Bon, merci à vous. On a nos sinon. Alors, on va bloquer la liste. Et vous nous direz quand on pourra passer au vote. Parfait, on me dit on peut voter. Alors, donc, la liste qui est proposée a recueilli 97 voix pour, 1 voix contre, 4 abstentions. Donc, les élus qui se sont portés candidats ont été validés par leurs collègues. Je vous en remercie. Nous passons au rapport numéro 5. Il s'agit d'élire les membres à la SIC, qui était donc gestionnaire de l'abattoir, alors qui ne gère plus l'abattoir, mais Patrick Lafont va vous expliquer pourquoi nous sommes amenés à redésigner des membres à la SIC abattoir. Merci. Oui, donc la SIC abattoir, donc c'est 4 collèges, les bouchers, les grossistes, les employés et la communauté de communes. Donc cette SIC n'a plus d'activité depuis le 1er janvier puisque c'est maintenant en régie. Mais la SIC, c'est une société commerciale, donc elle continue de fonctionner tant qu'elle n'est pas liquidée. Donc il faut finir d'encaisser les créances, payer les dettes. Voilà. Et je ne vais pas dire se répartir le bénéfice, mais se répartir les pertes. Et donc il faut qu'il y ait des représentants. Donc il va y avoir une AG au mois de mai, je ne sais pas quand c'est qu'elle va être, et pour nommer notamment un liquidateur pour entreprendre la fin de cette société. Donc voilà. Merci. Donc vous l'avez compris, c'est une affaire purement financière. Donc on a des élus sortants et là je vais vous proposer donc une liste de candidats. Elle est affichée. Donc je crois que des sortants, il y avait Patrick Lafont puisqu'il y était pour les finances. Il y avait Jean-Jacques Méric qui suit l'abattoir depuis fort longtemps.
Christian Carrère, donc, qui suit également l'abattoir, et Guy Écart qui accompagne Patrick Lafont au niveau des finances. Donc voilà la liste que je vous propose. Ceci dit, il peut y avoir d'autres candidatures dans la salle. Donc je fais appel à candidature le cas échéant. Bien, donc on va clore les candidatures et on va pouvoir donc bloquer la liste et voter pour ces 4 titulaires puisqu'il n'y a pas de suppléant là. Bien, alors, donc la liste qui vous a été proposée, 92 voix pour, 2 voix contre, 7 abstentions. Donc on remercie nos collègues qui auront de la lourde charge de liquider cette SIC. Et on leur donne, et vous l'avez lu dans la délibération, pouvoir justement tout aux représentants, voilà, je vous lis exactement ce qui est marqué. Qui seront appelés à prononcer respectivement en conseil d'administration et en assemblée générale extraordinaire sur la dissolution de la société à l'effet de porter un vote favorable aux décisions et résolutions relatives à la dissolution et à la liquidation amiable de la dite société, ainsi qu'à négocier au mieux des intérêts de la communauté de communes les modalités relatives aux conséquences de telles décisions. Est-ce qu'on fait voter la délibération du coup? Donc il va falloir voter la délibération après avoir désigné les 4. Est-ce qu'il y a des interventions avant? Bien, s'il n'y a pas d'intervention, donc on va voter la délibération, leur donnant mandat donc d'aller jusqu'à la liquidation et de défendre au mieux les intérêts de la communauté commune. Bien sûr. Y a-t-il des oppositions? Je n'en vois pas. Des abstentions? Une abstention. Je vous remercie. On reste sur le sujet abattoir, puisque aujourd'hui, nous fonctionnons en régie, et donc il y a un conseil d'exploitation qui s'occupe donc du fonctionnement. Alors là aussi, c'est un mandat normalement court, puisque la semaine prochaine, on va être amené à se prononcer sur la délégation de services publics, que vous avez déjà reçue depuis un certain nombre de jours. Je suppose que certains d'entre vous l'ont étudié, et qui nous amènerait, donc, si on en fait le choix, de transférer la gestion à donc, le responsable de l'abattoir de Pamiers à compter du 1er septembre. Donc les élus qu'on va désigner ce soir auront ce mandat court de faire fonctionner l'abattoir jusqu'à fin août. Donc là encore, nous avons des membres sortants. Il y avait 6 membres qui étaient élus. Il faut en renouveler 6. Alors, qui c'est qu'il y avait dans ces 6 membres? Donc, il y avait Christian Carrère, il y avait Patrick Lafont, Jean-Jacques Méric, Alain Servat, Patrick Tembar, pour ceux qui étaient donc de la communauté de communes. Et vous le voyez, la liste que je vous propose, pour être logique avec la décision qu'on vient de prendre, on rajouterait tout simplement Guy Icard. Sachant que les 4 personnalités qualifiées qu'il faut redésigner, mais qui avaient déjà été désignées, c'est la CCI qui représente les grossistes, avec sa présidente, Josiane Loisé-Forêt. Camille Coutenceau, c'est la Chambre des métiers de l'artisanat qui représente les bouchers, c'est ça. Philippe Lacube, en 4e position, lui représente, Chambre d'agriculture représente tout ce qui est éleveur.
Et enfin, le dernier poste avait été proposé, accepté par le directeur du PNR. Donc, on aura l'occasion aussi de revoter ces personnalités. Donc voilà les 6 noms que je vous propose. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures dans la salle? Je ne vois pas de main se lever, donc on va clore les 6 et on va bloquer la liste. Merci. Alors, donc sur ce vote, 87 votes favorables, 2 votes contre, 8 ou 9 9 9 abstentions et 1 vote blanc. 97, 99, c'est ça, c'est 9. Donc merci, les 6 sont élus et on va refaire un vote pour les 4 personnes qualifiées ou pas? OK. Alors, vous pouvez afficher la liste des personnes qualifiées, les 4? Oula, c'est du rapide, hein, félicitations. Très bien, donc on va revoter. Si, oui. Oui. Micro, parce que sinon, c'est pas enregistré. Pardon. J'ai une question donc par rapport aux personnalités qualifiées. Oui. Est-ce que c'est des personnes qui sont élues? Philippe Lacube, oui, le président de chambre, et des autres. Et ensuite, est-ce qu'il y aurait possibilité de se présenter en tant que maire ou en tant que délégué, en tant que personne qualifiée? Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Alors, est-ce qu'il n'y a que des élus dans les personnes qualifiées? Non, il y a 3 représentants de la Chambre qui sont élus. Le directeur du PNR n'est pas élu, donc il peut y avoir des non-élus. Est-ce que les délégués ici même peuvent se présenter à ce titre? La réponse est non. Vous pouvez vous présenter en tant que représentant de la communauté de communes. Là, ce sont des personnes qualifiées extérieures. On est prêt pour lancer le vote? Marco, vous me dites? Allez, on peut voter. Alors, donc, la liste proposée pour les personnes qualifiées, les 4 noms obtiennent 91 voix, 7 contre, 5 abstentions. Donc, les 4 personnes sont reconduites et on les remercie. On passe au rapport numéro 7, création de la commission intercommunale des impôts directs. Vous avez certainement fait la même démarche dans vos communes. Donc, cette commission est composée de 11 membres, à savoir le président de l'EPCI ou son vice-président délégué, et de 10 commissaires titulaires et de 10 suppléants.
pour être commissaire, il faut avoir la nationalité française ou être ressortissant d'un État de l'Union européenne, être âgé de 18 ans, jouir de ses droits civils bien sûr, être inscrit au rôle des impositions directes locales de l'établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres, et être familiarisé avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission. Donc ça, c'est pour mesdames et messieurs les maires. Vous allez comprendre pourquoi. Il va falloir que vous nous trouviez des administrés contribuables familiarisés avec les circonstances locales et en possession des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission. Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur départemental des finances publiques sur une liste de contribuables en nombre double dressée par l'organe délibérant de l'EPCI sur proposition, et c'est là où je vais vous donner la main, de ces communes membres. La désignation des commissaires et leurs suppléants est effectuée de manière que les personnes respectivement imposées à la taxe foncière, à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, à la cotisation foncière des entreprises soient équitablement représentées. Effectivement, qu'il faut qu'il y ait une répartition équilibrée. La durée de mandat, c'est celle de l'organe délibérant, donc 6 ou 7 ans. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, la commission exerce une mission consultative auprès des services fiscaux. Son intervention porte principalement sur l'évaluation des valeurs locatives, sur le suivi foncier, notamment elle participe à la mise à jour annuelle des évaluations foncières, et enfin l'impact fiscal par ses avis. Elle influe directement sur le produit de la taxe foncière, sur les propriétés bâties et sur la CFE. Donc nous, la délibération de ce soir consiste uniquement à créer cette commission et à préciser que la liste de 40 contribuables sera donc proposée au directeur départemental des finances publiques. Il fera l'objet bien sûr d'une autre décision, après que les communes qui vont être sollicitées nous aient fait remonter donc des noms de personnes, on va dire, qui semblent qualifiées pour siéger à cette commission. Donc voilà, avant de passer donc au vote de cette délibération de principe, et puis de vous donner la main dès demain par un courrier, est-ce qu'il y a des questions? En fait, c'est quelque chose que vous devez faire tous dans vos conseils municipaux. Alors, est-ce que la question que je pose à la juriste, que je n'ai pas pu lui poser avant, je suis désolé, est-ce que ceux qui sont proposés à l'échelle de la commune peuvent être proposés également à l'échelle de l'intercommunalité? Et deuxième question, mais ça vous le précisera dans le courrier, je ne lui demande pas la réponse ce soir. Et deuxième question, est-ce qu'ils peuvent être titulaires de l'une et de l'autre? Il faudra poser la question et nous faire un retour. Mais ça vous le précisera dans le courrier que je vous enverrai. Donc s'il n'y a pas de questions sur le principe de la création, bon, vous savez qu'il nous faut effectivement ce genre de commission. On va passer au vote. À main levée, du coup. Y a-t-il des oppositions? Je n'en vois pas. Y a-t-il des abstentions? Je n'en vois pas non plus. Je vous remercie. Le rapport numéro 8, il s'agit donc de la délibération fixant les modalités, d'application du droit à la formation des élus. Ça aussi, c'est un rapport normalement qui doit être présenté dans les communes. Alors, vous dire rapidement que les membres du conseil communautaire ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions et souscrite à leur initiative. Obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant délégation. Délibération dans les 3 mois suivant le renouvellement sur l'exercice du droit à la formation en déterminant les orientations et crédits ouverts à ce titre. La délibération porte sur la détermination du champ des formations, sur la limitation de cette participation, un montant maximal par formation ainsi qu'un nombre maximal de formations par élu et par mandat, et la détermination du montant des dépenses par un pourcentage du montant total des indemnités de fonction pouvant être allouées aux élus.
Cette désignation garantit l'égalité d'accès, la prise en compte des responsabilités exercées et une gestion transparente des crédits. Elle inscrit le droit à la formation des élus et fixe les orientations et les modalités de fonctionnement suivantes. Priorité aux élus délégataires, puis aux nouveaux élus, et enfin les élus n'ayant reçu aucune formation précédemment. Elle précise que les formations devront par priorité avoir un rapport direct avec les compétences et le fonctionnement de l'EPCI, favoriser l'efficacité des diagnostics territoriaux, des politiques locales et des moyens inhérents, la conduite de projet, favoriser la connaissance des mécanismes juridiques de gestion courante, marché public, conflit d'intérêts, maîtrise des outils informatiques. Il s'agira de faire une demande préalable et systématique au président de l'EPCI dans un délai d'au moins 2 mois, qui demandes seront instruites par la direction des ressources humaines et soumises à validation de l'exécutif. Bien sûr, si possible, privilégier les formations en intra-collectivité. Vous savez qu'on a une association des maires dans le département qui propose chaque année une liste importante de formations. Donc on peut effectivement en bénéficier et c'est gratuit. On peut aussi faire appel à des formations d'organismes agréés. Ensuite, il est important, si possible, de privilégier les formations en distanciel, sous forme de visio, voire sur le territoire lorsque c'est possible, le département lorsqu'on élargit la zone, et la région s'il faut aller au-delà. Bien sûr, il y a des exceptions, donc on peut considérer qu'il peut y avoir quelques demandes hors cadre de ce que je viens de vous rappeler. La prise en charge, suivant les circonstances, sera validée ou pas. En tout cas, ça sera toujours motivé. Les frais liés à la formation tardive, non conforme, non justifiée, ou encore liés à une formation non suivie de manière intégrale seront à la charge de l'élu, puisqu'il n'y aura pas de justification en face. La décision propose de fixer le montant maximum cumulé des dépenses de formation par année à 2% du montant des indemnités de fonction. Les crédits de formation sont exécutés dans le cadre de l'exercice budgétaire et les crédits non engagés au 31 décembre seront caducs. Voilà tous les éléments que je pouvais vous donner en résumé, même si c'est un long résumé, concernant donc cette délibération qu'il nous faut prendre à l'échelle de l'EPCI, mais également dans nos communes, je vous l'ai dit, sous les 3 mois, pour pouvoir encadrer ces demandes de formation. Voilà, j'étais un peu long, je m'en excuse, mais il fallait quand même préciser un certain nombre de points. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors c'est un droit qui est ouvert à tous, et je le répète, c'est important aussi d'avoir des formations. Suivez les formations proposées par l'Association des maires de l'Ariège, mais également des formations proposées par des organismes agréés. On va passer au vote. Y a-t-il des oppositions ? Il n'y en a pas. Des abstentions ? Je n'en vois pas non plus. Je vous remercie. Bien, ensuite on passe au rapport numéro 9. Il s'agit d'encadrer les recrutements pour les contrats saisonniers et les contrats d'engagement éducatif. Donc dans ce rapport, il vous est précisé, bien sûr, l'autorisation de recourir à ce type de contrat, de fixer les périodes de recours ainsi pour le service des sports et l'activité liée aux piscines, du 29 juin 2026 au 31 août 2026 pour des contrats de type saisonnier. Donc vous voyez bien qu'on parle de 2026, ça veut dire qu'on sera amené chaque année à reprendre ce type de délibération, car il peut entre-temps avoir des décisions qui nous amènent à soit resserrer, soit au contraire élargir ces périodes. Pour le service technique, et plus particulièrement pour l'activité liée à l'entretien des sentiers, on propose d'avoir donc une période de recrutement qui débute le 4 mai 2026 pour se terminer au 30 septembre 2026, pour le service de collecte des déchets et des déchetteries.
On propose donc d'ouvrir ce recrutement du 1er juin 2026 au 10 octobre 2026. Pour le service culture, on propose donc d'ouvrir le recrutement du 29 juin 2026 au 31 août 2026. Et enfin, pour le service animation, jeunesse, enfance et petite enfance, pour chaque période de vacances scolaires, augmenter d'un jour avant chaque période pour pouvoir donc préparer et ensuite solder le travail durant ces périodes. Donc, également, autoriser le recours au contrat sur les périodes définies à l'article 2 de la manière suivante. Pour le service des sports, un maximum de 8 équivalents temps plein, dont 3 étapes, 2 adjoints administratifs et 3 adjoints techniques. Pour le service technique, un maximum de 6 équivalents temps plein, tous adjoints techniques. Pour le service collecte et déchetterie, un maximum de 2 équivalents temps plein, tous 2 adjoints techniques. Pour le service culture, un maximum d'un équivalent temps plein, adjoint du patrimoine. Pour le service animation, un maximum de 12 équivalents temps plein pour la période des vacances scolaires d'été et un maximum de 6 équivalents temps plein pour chaque période de vacances scolaires, hors période été, et tous sous statut adjoint d'animation. Précision étant faite que ces contrats pourront être soit à temps plein, soit à temps partiel, et pourront faire l'objet, si c'est nécessaire, d'heures complémentaires pour les temps partiels et d'heures supplémentaires pour les temps pleins, au regard, bien sûr, des nécessités de service et dans le parfait respect de la réglementation applicable. Voilà, vous l'aurez compris, c'est pour nous permettre de fonctionner durant cette période particulière estivale. Est-ce que ça amène des questions avant que nous passions au vote? Bien, donc c'est les services, bien sûr, qui ont fait remonter les besoins. On va passer au vote, donc. Main levée, y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas. Des abstentions? Je n'en vois pas non plus. Je vous remercie. Merci. Bien, on passe au rapport donc suivant. C'est les modalités de renouvellement du comité social territorial et de la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail, la fameuse commission F3SCT. Alors, on vous demande donc, là c'est simplement la création, afin de renouveler ces 2 instances importantes, puisqu'il s'agit de 2 instances paritaires avec les représentants des personnels élus, et il y aura d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, des élections professionnelles d'ici la fin de l'année. Il est proposé donc de renouveler le CST et le F3SCT à hauteur de, comme c'était le cas jusqu'à présent, 5 représentants titulaires et 5 suppléants pour chaque collège, c'est-à-dire 5 titulaires et 5 suppléants pour les agents, et 5 titulaires et 5 suppléants pour les représentants du conseil communautaire. Ce soir, donc, la décision s'arrête à ça, renouveler les 2 instances et fixer le nombre de représentants titulaires et de suppléants. Puisqu'une fois que ces 2 commissions seront installées, c'est le président de l'EPCI qui, par arrêté, désignera donc les membres des représentants pour le conseil communautaire à ces 2 instances. En précisant également, bien sûr, qu'on autorisera, dans le cadre du fonctionnement, le recueil des avis des représentants du personnel, comme cela est prévu dans la réglementation. Voilà ce que je pouvais vous dire. Les 2 élus sortants, c'était Alain Servat pour le CST, c'était, je crois, Patrick Tembar pour le F3SCT. Tu en dis peut-être un mot du CST? Le CST, c'est des commissions où on travaille beaucoup avec les organisations syndicales de notre collectivité, sur tous les sujets, les avancements, tout ce qui peut
ce qui est en rapport avec le personnel. Voilà. Alors souvent, on a eu les commissions, le CST et le F3 SCT, on les jumelait un peu parce que c'est quand même les mêmes membres, donc on travaillait ensemble sur beaucoup de choses. Voilà. Et on a souvent eu des remontées de personnel et on en a discuté, et on a eu des avancées, bien sûr. C'est pas toujours entendu non plus sur tout, mais voilà, je pense que quand même pendant ces années, on a fait du bon travail avec les personnels, et il s'est établi quand même une confiance entre eux et nous aussi. Mais bon, après, c'est les rapports, toujours rapports syndicaux, hein, qu'on a entre les représentants du personnel et puis les élus. Voilà. Eh bien, merci pour cette précision. Donc, vous l'avez compris, ce soir, on ne fait que renouveler et fixer le nombre de membres de ces deux commissions. Est-ce qu'il y a des questions avant que nous passions au vote? Oui, on va tendre un micro. Merci. Bonsoir à tous. Juste la fréquence de ces réunions. Je me tourne vers notre... c'est assez souvent. Il y a des réunions par à peu près tous les mois. Ça dépend de l'actualité, ça dépend des demandes des personnels, mais en dernier temps, on n'a pas chômé. Alors, je peux vous dire que c'était assez fréquent. Merci. Il faudrait que ce soit tous les mois. Oui. Mais il y en a eu des fois plus 2 dans le mois même. Hein. Oui, vous imaginez avec la taille de la communauté de communes qu'il y a des sujets, et non des moindres. Bien, donc on va passer au vote pour renouveler ces deux instances et fixer donc le nombre de membres, que ce soit représentants du personnel ou représentants du conseil communautaire, à 5 titulaires et à 5 suppléants. Est-ce qu'il y a des oppositions? Je n'en vois pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Je n'en vois pas non plus. Je vous remercie. Alors, nous passons au rapport suivant. Il s'agit donc, je vous l'ai dit rapidement dans la présentation précédente, des élections professionnelles qui vont approcher pour nos agents. Alors, on m'a soufflé la date, je n'ai pas eu le temps de la noter, mais de mémoire, elle me le ressouffle, le 10 décembre, en fin d'année. Alors, donc, on nous demande ce soir de prendre acte de l'organisation des élections professionnelles au sein de la collectivité, de prendre acte que le président prendra toutes les mesures nécessaires à l'organisation des élections professionnelles, notamment en ce qui concerne les actes préparatoires au scrutin, la négociation et la conclusion d'un protocole d'accord préélectoral à négocier, bien sûr, avec les organisations syndicales représentatives afin de définir les modalités pratiques d'organisation du scrutin, et enfin, l'organisation matérielle des opérations électorales. Et enfin, de prendre acte que la collectivité est affiliée au centre de gestion de l'Ariège et que celui-ci assurera l'organisation des élections professionnelles pour les instances relevant de sa compétence, notamment les commissions administratives paritaires et les commissions consultatives paritaires. La collectivité collaborera avec le centre de gestion pour la bonne organisation de ces opérations électorales. Alors vous en doutez, hein, ce n'est pas la première fois que nous allons organiser ces élections professionnelles. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'observation particulière. Tout s'est bien déroulé. Voilà, donc c'est simplement prendre acte. Est-ce que ça appelle des questions? Pas de questions? Pardon? C'est tous les combien les élections professionnelles? Tous les 3? Alors j'ai 3 hypothèses. 3, 4 ou 5? On vous le précisera. Manifestement, on n'a pas la certitude. On vous le précisera. Hein. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, donc on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Je n'en vois pas. Des abstentions? Je n'en vois pas non plus. Je vous remercie. Alors, on va terminer par le dernier rapport. Alors là, c'est un rapport que vous verrez effectivement passer régulièrement, puisqu'il s'agit de mettre à jour le tableau des effectifs des emplois permanents.
Alors, donc, le tableau des effectifs doit être adopté une fois par an, préalablement à l'adoption du budget primitif. C'est pour ça que nous le passons ce soir. Et on me précise que les représentants du personnel, c'est tous les 4 ans. Donc, c'est toi qui avais juste. Bravo. Le tableau des effectifs, donc, je reviens à notre rapport, doit être présenté une fois par an préalablement à l'adoption du budget primitif et doit être bien sûr mis à jour tout au long de l'année civile par des délibérations. Vous en avez l'habitude pour ceux qui ont déjà eu des mandats et pour les nouveaux, ça sera également assez régulier. Délibérations de création, modification ou suppression d'emplois permanents chaque fois que vous avez des évolutions de carrière, notamment de grade, etc., voire des entrées-sorties. Ce tableau nous permet d'avoir un suivi précis. Les emplois permanents, donc, je vais vous poser une question. Est-ce que vous voulez que je vous fasse la liste complète du tableau? Je suis prêt, hein? Donc, c'est un tableau qui vous a été confié. Vous voyez donc comment il est présenté. C'est surtout ce qui est intéressant. On commence par les emplois fonctionnels. En l'occurrence, 2 emplois fonctionnels concernant la directrice générale des services et le directeur général adjoint des services. Ensuite, par filière, la filière administrative, vous voyez classé le nombre d'attachés hors classe, d'attachés principal, d'attachés rédacteurs, principal première classe, deuxième classe, rédacteur, adjoint administratif, principal première classe, adjoint administratif principal deuxième classe et adjoint administratif, pour un total de 65 postes ouverts et 57 postes pourvus. Filière animation, donc vous avez animateur principal première classe, deuxième classe, vous retrouvez adjoint d'animation principal première classe, deuxième classe et adjoint d'animation, poste ouvert 50, budgétairement parlant, et pourvu 48. Filière technique, vous trouvez les ingénieurs hors classe, en l'occurrence 1, ingénieur principal 1, ingénieur 2, technicien principal première classe, technicien, agent de maîtrise principal, agent de maîtrise et adjoint technique principal de première classe, de deuxième classe et adjoint technique. Il y a 131 postes ouverts budgétairement et il y a actuellement donc 114 emplois pourvus. Concernant la filière culture, on a bibliothécaire territorial principal, bibliothécaire territorial, assistant de conservation principale première classe, assistant de conservation principale deuxième classe, assistant de conservation, assistant d'enseignement artistique principal première classe, deuxième classe, assistant d'enseignement artistique, adjoint du patrimoine principal première classe, adjoint du patrimoine principal deuxième classe, adjoint du patrimoine. Donc nous avons 40 postes ouverts budgétairement et 32 sont pourvus. La filière sportive, nous avons des conseillers au niveau des APS, donc un poste. Nous avons des éducateurs des APS principales première classe, des éducateurs des APS principales deuxième classe, éducateurs également des APS, pour un total de 8 sur 10 postes budgétaires. La filière médico-sociale, pas de cadre supérieur de santé, pas d'infirmières soins généraux hors classe, infirmières soins généraux 2, éducatrices de jeunes enfants 9, auxiliaire de puériculture de classe supérieure 4, auxiliaire de puériculture de classe normale 3, agent social principal deuxième classe 1, ATSEM principal première classe 2, pour un total de 21 sur 25 postes ouverts budgétairement. Et enfin, on termine par les contrats de projet. 3 postes sont ouverts budgétairement et les 3 postes sont pourvus. Enfin, pour terminer, donc contrat de droit privé, ça concerne les termes d'Olus, 3 ouverts, 3 pourvus, et le service des eaux, 47 ouverts, 47 pourvus. Donc, quand on fait le bilan général de tous ces postes, budgétairement, nous avons 323 postes inscrits et nous avons un effectif pourvu sur les emplois permanents aujourd'hui 282 personnels. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur l'actualisation de ce tableau des effectifs qui vous donne
de façon très transparente l'ensemble de nos personnels que je n'oublie pas de remercier pour leur travail et leur investissement dans cette collectivité à taille importante. Est-ce que ça appelle des questions, ce tableau des effectifs? Alors, on va passer au vote, puisque c'est une actualisation. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il n'y en a pas, ni d'opposition, ni d'abstention. Je vous remercie. Bien. 19h15, nous arrivons à la fin des questions à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Une information. Pas de questions diverses. Alors, une information de Michel Pichon par rapport à l'actualité du jour. Pour informer tous les délégués communautaires que nous avons reçu ce matin la rencontre territoriale de Agora à Guzénège sur l'ancien Papayou, donc c'est-à-dire le CATSK. C'est ça. Donc ça a été organisé par David Gardel avec toute son équipe. Il y avait pas mal de chargés de mission. Il y avait Sylvain Dumas, il y avait Madame Després, Loïc Resto, Laura Servat et j'en oublie. Et donc on a reçu Agora. C'est quoi Agora? Agora, c'est une association en loi 1901 qui date d'une dizaine d'années et dont l'objet et la mission, c'est de promouvoir les Pyrénées au sens large, de vendre la marque Pyrénéo et d'organiser la marque Pyrénées et d'organiser un congrès annuel qui a commencé il y a 3 ans à Lourdes, qui s'appelle Pyrénéo. À Lourdes, c'était il y a 3 ans. L'année dernière, c'était à Limoux. Et cette année, ça sera à As-les-Thermes. Alors, c'est quoi l'objet de cette agora? Donc, c'est des gens qui réfléchissent, apparemment des gens qui sont compétents dans certains domaines. Ça s'appelle Think and Tank, c'est-à-dire c'est un groupe de réflexion et de proposition. Des fois, c'est un Do and Tank, c'est-à-dire ça fait aussi des actions, en particulier quand ils travaillent avec l'Agence des Pyrénées. Et ça s'occupe donc de tout ce qui a trait aux Pyrénées. Donc ce matin, l'objet et le sujet, c'était la stratégie territoriale de développement de Guzé. Donc on avait, pour présenter la Comcom, il y avait moi, il y avait Christian Carrère et le maire de Luce, il est par là, Patrick Boyer. Voilà. Le maire de Hustou était invité, mais il était souffrant, donc il était représenté par son premier adjoint. Donc, hein? Oui, mais la médecine française est de bonne qualité. Et le sujet... Les conseils de Pichon, surtout. Bon, voilà, donc on a bien travaillé, donc on a regardé les atouts et les limites de Guzé, le développement de Guzé. Donc il y avait 5 ou 6 chapitres. Le premier, c'était la station de ski plus la station de 4 saisons qu'on développe, on reviendra très vite là-dessus. Le thermalisme avec le plan de développement à la fois du centre de rééducation avec le nouveau label Rhumato qui doit nous faire augmenter de 1,5 ou de 2, multiplier par 2 le nombre de curistes à court terme. Donc il y avait Patrick Boyer qui en a parlé. Ensuite, on a parlé du pastoralisme avec les estives, et aussi les prédateurs, et aussi la nécessité des estives en termes de prévention, d'abord pour les maintien de l'espace, maintien de l'espèce aussi, parce qu'en bas, il n'y a pas assez de fourrage, donc il faut monter en montagne. Et surtout, les bêtes, ça permet de garder des paysages très beaux, sinon ça serait la forêt vierge. 4e élément dont on a discuté, c'est aussi j'ai dit le pastoralisme, l'observatoire d'astronomie déjà, qui est très important, parce qu'en 4 mois, ils ont fait déjà 600 entrées. Et surtout, ils ont on a un problème d'hébergement, et donc on nous a suscité de voir avec l'hébergement de Sexe, je vois qu'il y a la maire de Sexe par là, en face au premier rang, pour voir si on ne peut pas travailler sur un hébergement en collectif ou individuel assez rapidement, parce qu'ils ont des demandes de groupe importantes, des séminaires d'équipes directoriales ou d'équipes de Toulouse. Ils ont des séminaires d'astronomie
d'astronomie amateurs et professionnels, et on n'a pas de logement, donc on est embêté. Et ensuite, on a fait d'autres chapitres aussi sur le transfrontalier. Le principe, alors trois conclusions, et j'ai fini, je vous donne la parole. 3 conclusions. On a beaucoup d'atouts, mais on travaille souvent en silo. Donc ils ont dit que pour faire un bon nasinate ou pour faire un bon cassoulet, il faut que les ingrédients s'agrègent bien, donc il faut se connaître les uns les autres et pas travailler en silo. J'ai pas voulu faire de l'humour, vous pouvez rajouter aussi pour faire un bon riz cantonné, c'est pareil, il faut bien mélanger les ingrédients. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, quand on fait un projet de développement touristique comme le complexe Guzet et les Thermes, il ne faut pas faire simplement un projet de développement touristique, il faut faire un projet de développement territorial, c'est-à-dire il faut intégrer l'économie rurale, les habitants, les élus, et ce n'est pas une île déserte qui est à Guzet en haut, c'est un truc qui doit travailler toute l'année. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, il faut absolument travailler avec les élus et les habitants, sinon si les habitants ne le supportent pas, le développement touristique, ça ne se fera pas ou ça se fera mal. Donc il faut gérer les flux, il faut gérer les stationnements, il faut gérer Betmal, la cascade de Lars et tout. Et c'est le prochain projet des premières assises que je dois organiser au niveau de l'agence de développement touristique de l'Ariège et du développement du département de l'Ariège. Ça aura lieu en 2027, premières assises du tourisme ariégeois. Ça durera vendredi, samedi, dimanche. La première journée sera réservée aux professionnels et les 2 autres journées seront réservées aux habitants et aux élus. Parce que je trouve que les élus, les gens comme Servat, comme Patrick, tout ça, eux, ils ont la tête dans le guidon sur le tourisme. Mais les autres élus, je parle pas que du Couserange, puisque moi je m'occupe du tourisme en Ariège. Les élus en général, sur les 326 communes qu'on a en Ariège, ils ne sont pas très intéressés par le tourisme. Et pourtant, c'est très important, puisque c'est actuellement le 2e levier de développement économique de l'Ariège. Et ça sera peut-être très rapidement le premier, puisque le premier, c'est l'agriculture pour l'instant. Voilà, c'est vrai. J'espère que l'agriculture restera, mais non, mais il ne faut pas épargner l'un et dégager l'autre. Voilà. Donc, il faut travailler. Merci pour ce compte rendu. Bien, alors, prochain rendez-vous, vous vous en doutez, jeudi prochain. Ça sera à Montjoie. C'est traditionnel, on vote les budgets à Montjoie. C'est vrai. On va remercier en tout cas Monsieur le maire et les élus de Gajan de nous avoir accueillis dans cette belle salle. Et on va terminer, comme d'habitude, par un petit moment de convivialité. Merci à toutes et à tous. Et à la semaine prochaine.